Au mari de Fillon, les histoires de voyage, le ping, ça n'a pas aidé. Et donc, tout le bordel ambiant fait qu'effectivement, c'est le terreau, effectivement, du tourisme qui avance. J'ai toujours dit aux organisations syndicales, bougez-vous le cul sur les restaurants d'entreprise. Parce qu'il y a un vrai enjeu. Et le syndicalisme, c'est pas qu'une question simplement sur les salaires, c'est aussi comment on mange et comment on est bien chez soi. José, bonjour. Salut. Alors, j'étais paysan, je serai président. J'ai été paysan pendant 33 ans et depuis que je suis député européen, j'ai cédé ma place sur mon GAEX, sur mon groupement agricole d'exploitation en commun, à une jeune qui s'est installée. Parce qu'on ne peut pas être paysan et député à plein temps en même temps, donc j'ai préféré céder ma place et remplir mon rôle de député vraiment à plein temps. Alors, est-ce que c'est compatible? On vous a connu comme un homme d'action sur le terrain, avec des actions d'éclat. Est-ce que c'est vraiment compatible dans votre plan de carrière de devenir député? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'agriculture? Écoute, le fait d'être député après avoir été syndicaliste pendant plus de 30 ans, pour moi c'est une suite qui est logique. En même temps, si je suis menacé sur le terrain et que par les voies classiques on ne peut pas aboutir, parfois il faut passer à l'action. Actuellement, je suis en train de lancer une grande mobilisation au niveau national contre l'exploration du gaz de schiste qui est en train de détruire 1/8 du territoire français. Si ça se met en place, c'est une véritable catastrophe pour les nappes phréatiques et pour l'agriculture et le monde rural. J'espère qu'on arrivera à gagner sans être obligé de mener des actions sur le terrain. Mais pour moi, je suis à la fois élu et en même temps citoyen. Le fait d'être élu n'enlève pas le fait que je sois citoyen et que quand tous les moyens légaux sont épuisés, parfois, il faut désobéir aux lois pour faire avancer les sujets. Le travail au quotidien au Parlement, ça correspond à quoi actuellement? Au Parlement européen, chaque député il est membre d'une commission et suppléant dans une autre. Donc depuis que je suis au Parlement européen, je suis maintenant titulaire à la commission de l'agriculture et du développement rural et j'ai été élu vice-président. Et en même temps, je suis suppléant dans la commission du commerce international, bien évidemment sur les questions agricoles. Donc le travail au Parlement, en gros, sur un mois, on passe 3 semaines à Bruxelles et 1 semaine à Strasbourg. Dans les semaines à Bruxelles, on est surtout au travail en commission, en groupe, et à Strasbourg, ce sont les votes en plénière. Donc le plus important du travail, il se fait en fait à Bruxelles, parce qu'on a toutes les thématiques de la réforme de la PAC actuellement qui est en débat, mais c'est aussi la question de la qualité alimentaire, c'est la question sur le développement rural, il y a énormément de sujets, et donc sur chacun de ces sujets, il y a des rapports, des amendements et des rencontres avec les différents acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux. Donc on essaye de construire un vrai débat et il y a des séances publiques aussi qui nous permettent aussi de mettre en avant un certain nombre de problèmes. Par exemple, il y a 15 jours, on a fait une projection au Parlement européen d'un film qui s'appelle Pig Business et qui dénonce le rôle des grandes multinationales du porc comme Tyson ou Smithfield qui sont en train d'accaparer le marché en Pologne, en Roumanie et de complètement détruire l'agriculture paysanne de ces pays. Donc voilà, ça fait partie des choses concrètes qu'on fait et comme ça il y a énormément de choses. Donc moi, très concrètement, j'ai fait voter un rapport sur le revenu des paysans, comment améliorer le revenu des paysans dans la chaîne alimentaire au mois de septembre. Ce rapport a été voté par plus de 600 députés sur 750, donc c'était plutôt pas mal. Et maintenant, on est rentré directement dans le vif du sujet en demandant à la Commission comment on met en application ce rapport. Parce que le point de base de ce rapport, c'est déjà de dire un produit agricole ne peut pas être acheté par un transformateur ou la grande distribution si c'est en dessous du coût de production. Le paysan doit être rémunéré d'abord par son travail. Ensuite, le soutien, les aides viennent en plus pour réorienter l'agriculture ou pour enlever les distorsions entre les zones de plaine et les zones de montagne, par exemple. Mais la base du revenu paysan, ça doit d'abord être le revenu de son travail. Donc voilà, ça c'est des choses très concrètes. La demande de transparence aussi. Là, on est dans la lignée de la Confédération paysanne. Non, on est là, oui, mais aujourd'hui c'est 600. C'est 600 députés sur 750 qui l'ont voté. Donc ça veut dire que ça correspond à une vraie attente. Et pareil pour la demande de transparence de la grande distribution et de la transformation. Aujourd'hui, en 1995, 31% de la plus-value de la chaîne alimentaire revenait aux paysans.
eh bien, en 2010, il n'y a plus que 20%. Ça veut dire qu'il y a une partie de la plus-value agricole qui est partie des mains des paysans vers la transformation et les grandes distributions. C'est pas normal. Donc il faut la transparence pour arriver à casser cette histoire. Puis on a pareil, donc troisième sujet qu'on a aussi abordé et qui est aujourd'hui très actuel, c'est la question de la spéculation, la remise en cause de la spéculation sur les matières premières. Avec le problème qu'on connaît actuellement entre les céréaliers et les producteurs de viande. Hein, avec ce problème majeur qui fait que si on ne permet pas d'avoir une stabilité des prix, ce sont des centaines d'enleveurs qui vont aller au tapis avant la fin de l'année parce qu'ils sont complètement asphyxiés. Ça, c'est strictement pas acceptable. Et là-dessus, il faut qu'on pèse sur la Commission et sur les gouvernements pour arriver à ce qu'il y ait des vrais outils qui se mettent en place pour permettre de stabiliser les prix des matières premières. Concernant le dossier bio, on s'aperçoit qu'en France, les espoirs et les quotas qui étaient prévus pour 2012 ne seront pas atteints. Alors sur un plan plus de l'Europe, qu'est-ce que vous préconisez de votre côté? Effectivement, on a vu qu'au niveau national, au lieu de passer à 4% en bio, on est à 2,6%, donc on a gagné 0,6%, ce qui est évidemment très faible, ce qui montre bien que là, s'il n'y a pas une volonté politique et une réorientation des aides de manière très stratégique pour reconvertir l'agriculture industrielle vers l'agriculture paysanne et des techniques de l'agriculture biologique au niveau des techniques agricoles, on aura des problèmes. Ce qui fait que très concrètement, pour moi, aujourd'hui, un des objectifs, c'est que les aides environnementales, une partie des aides environnementales qui sont données dans le cadre des aides de la PAC aux agriculteurs, soient transférées dans les aides qu'on appelle du premier pilier, qui étaient les aides sociales et économiques, pour obliger une modification des pratiques agricoles vers les rotations des cultures, vers la nécessité d'incorporer les rotations, oui. Il n'y a pas que le bio. Il n'y a pas que le bio, c'est pour ça que je donne ces éléments-là, parce que ça me paraît très important d'avoir une démarche globale sur l'agriculture. Et puis après, il faut qu'on avance sur le bio. Et là, sur le bio, il faut des aides concrètes, ciblées au niveau européen, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et que les aides à la reconversion ne soient pas simplement des aides couplées nationales et européennes, mais aussi des aides strictement européennes pour accélérer le processus et que là, on ait des objectifs chiffrés qui soient respectés par les États. Mais un des autres problèmes qu'on a avec la bio, qui n'est pas négligeable, c'est la frilosité des entreprises à prendre les producteurs bio. On l'a vu avec les producteurs, les industries du lait ou de la viande, il manque des filières organisées pour absorber les producteurs qui voudraient se reconvertir. Depuis le départ. Et on a vu il n'y a pas eu d'évolution vraiment. Il y a très peu d'évolution. Les grands groupes aujourd'hui traînent les pieds et on a beaucoup de difficultés à faire en sorte qu'ils se reconvertissent alors qu'il y a une demande sociale très forte. Oui, mais il y a un autre problème en parlant de demande sociale, c'est le prix. Alors, le prix n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que la question du prix, pour moi, est liée à la distribution des aides PAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides PAC sont globalement cumulées sur l'agriculture industrielle. Les aides historiques telles qu'elles sont réparties en France font que plus on a d'hectares et plus on est dans l'agriculture intensive, et bien plus on a des aides PAC importantes. Et c'est pour ça qu'on a 75% des aides qui vont à 25% des agriculteurs. Donc si on repartit différemment les aides, de manière beaucoup plus forfaitaire et qu'on privilégie aussi les petits agriculteurs, eh bien, on aura un soutien qui fera que le prix vendu aux consommateurs ne sera pas, pourra être lissé et qu'on n'aura pas un produit bio qui n'est pas soutenu avec des prix très chers. Parce que soyons pas hypocrites, José, vous avez été le premier à dire manger naturel, manger français, manger paysan, mais bon, vraiment les prix ne sont pas accessibles à la plupart des gens. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui les marges, tu fais payer aujourd'hui le coût environnemental, le coût sociétal de l'agriculture industrielle dans le prix du produit, il flamberait. Il ne serait absolument pas compétitif par rapport justement au bio. Donc une autre répartition des aides, eh bien effectivement modifierait radicalement le prix définitif au consommateur. Il faut savoir que dans un produit transformé, le prix de la matière première agricole représente 4-5% globalement du prix final. Ce qui fait que même si on augmente de 30% le prix, ça a une incidence très réduite sur le prix final au consommateur. Alors sur le salon de l'agriculture, depuis de nombreuses années, il y a le stand de McDo. Ça vous choque? Écoute, je passe jamais à côté, donc je sais même pas où il est. Et moi, je le vois, mieux je me porte. Vous n'avez pas envie de le démanteler?
Ah, tu sais, c'est comme le stand Carrefour et d'autres, il y en a quelques-uns. McDo, c'est plus symbolique quand même. Il y a McDo, il y a l'UIPP qui m'énerve aussi. Ça vous rappelle certains souvenirs. Ça, c'est les pesticides. Enfin, voilà, il y a plein de stands comme ça avec lesquels je ne suis pas très à l'aise et qui sont pour moi absolument pas représentatifs de l'agriculture paysanne. José, quels sont vos ressentiments actuellement sur l'épidémie de révolution dans les pays arabes? Bah écoute, pour moi c'est plutôt une très bonne nouvelle, tu vois. Ça vous effraie pas? Hein? Ça vous effraie pas? Ça m'effraie pas du tout, la démocratie m'a jamais effrayé. Et si on me dit que la révolution tunisienne ou égyptienne, il faut faire attention, mais on ne sait pas sur quoi elle va déboucher, je rappellerai simplement qu'en France, en 1789, si on avait demandé qu'est-ce qui allait se passer après et qu'on avait dit attention, si ça se passe mal, il faut mieux rester à la royauté, on ne serait pas en République aujourd'hui. On a mis 100 ans pour stabiliser cette affaire en France. Alors, ne soyons pas pressés et laissons au peuple choisir leur propre destin. En tout cas, moi, je suis très content parce que cette histoire, ça a foutu d'abord une grande gifle à ceux qui nous ont joué la guerre des civilisations en opposant l'Occident à l'islam musulman, en disant les deux mondes ne sont pas compatibles. Eh bien, si la démocratie, aujourd'hui, ce sont les peuples d'Égypte, les peuples de Tunisie et de Libye et de Bahreïn qui sont en train de montrer que les choses peuvent changer. Une dernière question, José. Au-delà de votre poste de député, est-ce que vous avez d'autres ambitions politiques? Écoute, moi je pense que quand on a été élu, quand on a fait une campagne pour être élu et qu'on est député européen, je trouverais indécent de briguer un autre poste. Parce que pour moi c'est celui qui est le plus important aujourd'hui pour changer les règles de l'agriculture. Aujourd'hui, en étant député européen, on a le pouvoir de codécision. C'est à nous de faire le boulot pour faire en sorte de faire changer la PAC. Et les présidentielles? Écoute, les présidentielles, on a déjà 2 candidats. Je ne sais même pas comment on va faire entre Eva Joly et Nicolas Hulot pour les départager. Alors, on ne va pas en rajouter un troisième qui foutra encore plus le bordel dans l'affaire. J'espère qu'on va trouver une solution. De toute façon, à la fin, il en faut un et on trouvera le bon, c'est sûr. Merci, José. Merci à toi.